Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de la billetterie du 7e congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 21 et 22 février 2026 au Palais des Congrès de Nîmes. 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs et plus de 650 personnes qui viennent de la France entière. J'ai hâte de vous retrouver les amis, à tout bientôt. Aujourd'hui, vous avez le plaisir d'écouter Charlotte Desrosiers du podcast Pourquoi pas moi. Elle était notre invitée lors des 2 jours du congrès C'est quoi le bonheur pour vous à Arcachon et a tendu son micro à nos conférenciers. Je vous souhaite une belle écoute. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous. Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous. Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Je suis très heureuse d'accueillir Christelle Petit-Colin sur le podcast Pourquoi pas moi à l'occasion du congrès C'est quoi le bonheur pour vous. Christelle est une écrivaine, conférencière, formatrice, passionnée de relations humaines depuis plus de 30 ans. Rendue célèbre par son best-seller Je pense trop, traduit en une 20aine de langues et pour ses travaux sur la gestion des émotions et la surefficience mentale. Dans cette interview, on va explorer comment apprivoiser nos émotions pour mieux les vivre. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Christelle Petit-Colin. Bonjour Christelle. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter grâce à un mot, s'il vous plaît? Passerelle. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est mon métier, que je suis une passerelle entre le corps, l'esprit, les émotions, le rationnel, quelquefois le monde d'ici et quelquefois un peu aussi de spiritualité et que à chaque fois que je fais quelque chose, en fait, voilà, je suis une passerelle. Vous avez choisi de faire une conférence sur le thème « Comprendre et gérer ses émotions ». Pourquoi ce thème? Alors, j'ai choisi ce thème parce que j'ai considéré qu'il était complètement en adéquation avec le thème du congrès « C'est quoi le bonheur pour vous ?» partant du principe que si je gère mal mes émotions, je suis empêtrée dans mes angoisses et que du coup, je peux pas atteindre la plénitude, la sérénité et avoir accès à ma joie de vivre qui est la porte d'entrée vers le bonheur. Donc, je me suis dit que comprendre ces émotions, c'était indispensable. Vous partagez une image vraiment très forte. Je la partagerai sur les réseaux sur cette cocotte avec justement le fait que l'angoisse vient justement d'émotions bloquées. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, c'est très simple. Toutes les émotions que je nie et que je refoule, je veux pas entendre que je suis triste, je veux pas entendre que je suis en colère, je veux pas savoir que j'ai peur, je sais pas quoi faire de mes frustrations. Je mets tout ça dans un gros chaudron bien tassé. Alors, en Savoie, on parle de farcement, qui est un plat où justement on met des couches de fromage, de pommes de terre et on tasse. Donc là, on tasse bien ces émotions dans le chaudron et l'angoisse, c'est le couvercle qu'on met sur ce chaudron pour ne pas sentir les émotions qui sont en dessous. À chaque fois que je fais une crise d'angoisse et qu'il y a des émotions qui poussent sous le couvercle, et nous sommes tous bien placés pour savoir à quel point c'est terrible une crise d'angoisse. On a l'impression qu'on va mourir quand on fait une crise d'angoisse. Donc, ça vaut le coup de nettoyer le chaudron et de repartir avec un chaudron vide et d'arrêter de stocker. Ce qui est fou, moi j'ai vécu une crise d'angoisse pendant mon burn-out et j'ai cru au début que je faisais une crise cardiaque et il a fallu que je fasse la formation de premier secours en santé mentale pour que je mette le mot sur le fait que c'était une crise d'angoisse. Aujourd'hui, on n'en parle pas assez à mon sens et de dire bah voilà, il y a quelque chose qui va pas, ton corps te hurle dessus. Alors, je voudrais quand même ajouter une petite précision de la part de mon cardiologue. C'est qu'on confond souvent une crise d'angoisse avec une crise cardiaque, mais on peut aussi confondre une crise cardiaque avec une crise d'angoisse. Ok. Donc, et surtout chez les femmes, les crises cardiaques sont très peu diagnostiquées. Donc, il vaut mieux aller à l'hôpital pour rien quand on fait une crise d'angoisse que de passer à côté d'une crise cardiaque. Voilà. Merci pour le message. Je pense que mon cardiologue sera content que j'ai passé le message. Ouais, ça peut sauver des vies.
Aujourd'hui, donc, vous écrivez sur les émotions. Est-ce que vous pouvez décrire ce qu'est une émotion et ce qu'elle n'est pas? Alors, ce qu'est une émotion, j'ai envie de dire, pour le simplifier, c'est une physiologie. C'est vraiment mon corps qui envoie de l'information. Elle n'est pas un sentiment, et elle n'est pas un état d'âme. C'est vraiment quelque chose qui monte dans mon corps. Je peux donner l'exemple le plus facile à comprendre, c'est quand on est amoureux. Il y a l'émotion amoureuse, hein, les fameux petits papillons dans le ventre, l'impression qu'on a des ailes au talon, etc. C'est de l'émotion. Il y a le sentiment amoureux qui s'installe dans le temps, et il y a la relation amoureuse où l'autre a toute sa consistance dans nos interactions. Et donc l'émotion amoureuse, on peut la ressentir. Donc ça, je donne le truc à nos auditeurs. L'émotion amoureuse, on peut être amoureux de la vie, de tout, de rien, et se passer des journées où on est complètement dans l'euphorie de l'amour sans avoir forcément un support pour ça. Ça se travaille, ça n'est qu'une émotion. Voilà. Comme ça explique bien les différences entre les trois. L'émotion, c'est physiologique. Vous avez dit quelque chose alors j'avais pas du tout prévu de vous poser cette question, mais je pense que c'est tellement fort, c'est de dire que on est dans une éducation, dans une société où on interdit certaines émotions aux femmes et aux hommes, et de comprendre ça, moi, ça a été une révélation quand vous avez dit ça. Est-ce que vous pouvez le partager ici, s'il vous plaît? Oui, alors déjà, l'interdiction de l'émotion, ça va être sur l'émotion elle-même et sur son intensité. C'est-à-dire, par exemple, jusque-là, je veux bien que tu sois joyeux, mais après, t'es exubérant, tu me fatigues. Jusque-là, je veux bien que tu exprimes ton mécontentement, mais ta colère, j'en veux pas, etc. Donc, hein, il y a aussi tout l'éventail. Et donc, je me suis rendu compte de ça, c'est qu'il y a une répartition sexiste des interdictions des émotions. La joie et la colère sont interdites aux femmes, et la peur et la tristesse sont interdites aux hommes. Donc, je le dis souvent parce que c'est très parlant. Si je vous dis une fille de joie, je vous dis à quel point le mot fille et le mot joie vont bien ensemble. On s'est aperçu quand les petites filles sont trop joyeuses, trop exubérantes, elles se font sévèrement recadrer. On apprend aux femmes à mettre leur joie en veilleuse. Alors après, ça pose tous les problèmes de consentement, par exemple. Quand savoir quand une femme est désirante, puisqu'elle n'a pas le droit d'exprimer qu'elle est brûlante de désir, parce que ce serait indécent, etc. Donc, ça complique toute la vie. Et puis, une femme sans joie, elle a une moins bonne santé, elle est moins motivée, elle a un fond dépressif, ce qu'on reproche souvent aux femmes, parce qu'on lui bride sa joie. Et puis, la colère, donc, une femme en colère, c'est une emmerdeuse, n'est-ce pas? Je dis souvent aussi que les femmes, entre la conne et l'emmerdeuse, la marge de manœuvre, elle est très faible, parce que dès qu'on s'exprime pas, de toute façon, on passe pour une cruche quand même. Donc, et je dis aux femmes aussi, à tout prendre, il vaut mieux passer pour une emmerdeuse que pour une conne, si on doit choisir. Et pour ces messieurs, même problème, les pauvres hommes doivent être courageux, donc on leur demande de nier leur peur. Donc, c'est comme si on leur coupait le signal d'alarme du danger. Et donc, les hommes, effectivement, ont beaucoup plus d'accidents que les femmes parce qu'ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas du tout le droit d'être au contact de ce qui les protégerait. Ça me fait beaucoup de peine pour eux. Et de la même façon, ils n'ont pas le droit d'être tristes. Donc, ils ne peuvent pas faire les deuils, ils ne peuvent pas apprendre de leur passé. Ils sont bloqués dans une fuite en avant. Et souvent, c'est ça qui rend aussi leur chagrin méchant. C'est que comme ils ne peuvent pas pleurer, ils serrent les mâchoires, ils serrent les dents et ils serrent les poings. Ouais, du coup, ils transforment leur tristesse en colère parce qu'ils ont le droit d'avoir de la colère. Voilà, c'est viril d'être en colère. C'est pas viril de pleurer. Alors, heureusement, on peut nuancer aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'hommes oui, bien sûr, qui se l'autorisent. Il y a de plus en plus de parents aussi qui sortent de ces interdictions. Mais je pense quand même qu'il y a un fond qui reste. Je pense qu'une petite fille aujourd'hui trop voluptueuse, trop joyeuse, trop exubérante se fait encore sévèrement recadrer. Moi, quand j'étais petite, on me disait tu souris trop. Voilà. Arrête de sourire. Arrête de dire merci. Il y a quelque chose aussi qui m'a marqué dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que dans les interdictions des émotions, il y a quand une personne dans la famille est colérique, les autres n'ont pas le droit d'être colériques. Absolument. Alors, on appelle ça en analyse fonctionnelle du racket émotionnel. C'est-à-dire qu'une personne va s'octroyer le monopole de l'émotion et va utiliser cette émotion pour manipuler tout le monde. Et donc, on appelle ça du racket parce que si on ne cède pas à son chantage, il y a une menace d'escalade. Donc, par exemple, le colérique, soupollet, il s'énerve pour un oui, pour un non. Donc, tout le monde marche sur des œufs, on essaye de pas le contrarier. Et si quelqu'un venait le confronter,
il monterait d'un cran dans la colère pour effrayer, comme le chimpanzé qui, voilà. Mais ça marche aussi avec la tristesse. Par exemple, quelqu'un de dépressif qui a perdu, on a eu beaucoup eu ça après la Première Guerre mondiale. Les veuves, et c'est vrai, les pauvres, elles ont perdu des maris très jeunes. Elles se sont retrouvées veuves à une vingtaine d'années. Et donc après, il y avait la veuve de la famille qui portait son chagrin et donc on les ménageait et on essayait de pas lui créer de nouveaux chagrins et on taisait ses chagrins pour pas la chagriner. Et donc, j'ai aussi insisté un peu à la conférence. J'ai insisté un petit peu à la conférence sur le racket à la peur, parce que quelqu'un de peureux contrôle votre emploi du temps. Tu m'appelles quand t'arrives, tu me dis où t'es, comme ça je m'inquiète pas. Et ça lui donne un contrôle sur les autres qui est très manipulatoire. Ouais. Oui, et puis ce qui est fou, c'est qu'après, quand on voit des schémas familiaux, par exemple, une mère dépressive va empêcher son fils, du coup, d'exprimer sa tristesse. Donc, lui va l'exprimer par la colère et donc lui va reproduire le fait dans son écosystème du fait, du coup, d'avoir une colère, mais qui devait être de la tristesse et qui empêche, du coup, les autres d'avoir de la colère et après, C'est vraiment le côté des dominos qui se... C'est ça. Oui. Donc, de l'intérêt de travailler sur sa gestion des émotions pour pas transmettre des schémas dysfonctionnels. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'émotions positives et négatives. Est-ce que c'est juste, selon vous, de teinter les émotions? Oh non. Oh non. Pour moi, toutes les émotions, alors les émotions saines, naturelles, pas toutes les émotions où on a mis la pagaille, hein, justement, en faisant croire que il fallait que je sois triste plutôt que d'être en colère, etc. Les émotions saines et naturelles sont toutes positives. Sans colère, je peux pas me faire respecter mon territoire. Après, je vais pleurnicher, les autres me manquent de respect, Non, le respect, c'est à moi de l'imposer aux autres avec ma colère. La peur, c'est mon assurance vie. Quand j'ai peur, la peur saine et naturelle, pas les peurs apprises, etc. Elle me signale un danger, il faut que je me protège. C'est assez terrible de voir tous ces gens qui ne se protègent pas, notamment par exemple dans les relations de couple avec de la violence, où l'instinct de protection, il est même plus là, alors que la personne est terrorisée, il fait plus le lien entre sa peur et son besoin de protection. Donc non, toutes nos émotions sont utiles, il faut les accueillir, entendre le message, en tenir compte, et dès qu'on en a tenu compte, l'émotion s'apaise et elle a fait le job. Pourquoi ce sujet des émotions vous touche-t-il si particulièrement? Alors moi, tous les thèmes de développement personnel me touchent, parce que c'est ce que j'ai appris, parce que à ce niveau-là, je reviens de loin. Donc moi, tout ce que j'enseigne, je l'ai expérimenté sur moi d'abord, et j'ai pu en voir le bénéfice incroyable sur nos vies que de s'interroger sur tous nos dysfonctionnements. Quand on vient d'une famille extrêmement dysfonctionnelle, c'est un vrai bonheur de redécouvrir qu'on peut vivre autrement, etc. Donc après, c'est un vrai bonheur de transmettre aussi, que oui, il y a des tas de clés pour aller mieux, pour aller bien, pour comprendre ce qui nous arrive et pour réparer le mal qu'on nous a fait. Vous faites un lien direct entre certains problèmes de santé mentale et la gestion de nos émotions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? De santé mentale, est-ce que j'ai dit ça? Vous avez mis ça, je crois, dans le texte qui présentait la conférence de mémoire. Alors, de santé mentale, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai voulu dire par Parce que, alors, ce que je peux dire, c'est que on prend souvent quelqu'un qui est en plein deuil pour quelqu'un qui est dépressif, alors que ce sont deux choses différentes. C'est peut-être ça que j'ai voulu dire, je me rappelle plus très bien. Quand on est triste, on n'est pas dépressif. Quand on a peur, on n'est pas paranoïaque. Quand on est en colère, on n'est pas agressif. Et effectivement, il y a souvent des confusions qui sont faites et où on renvoie à la personne que le fait qu'elle ait une émotion est inadéquat. Donc, je pense que c'est ça que j'ai dû vouloir dire. Peut-être aussi que, justement, ce que vous disiez sur les angoisses, le fait que l'angoisse, ça fait partie forcément de la santé mentale et donc si on a des émotions refoulées à force. Alors, ça y est, j'ai retrouvé pourquoi j'ai mis ça. Effectivement, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure avec un manche chaudron d'émotions refoulées, mon couvercle d'angoisse, c'est qu'on met des briques sur le couvercle d'angoisse pour apaiser nos angoisses. Et que ces briques, c'est des addictions et des compulsions. Tous les comportements addictifs et compulsifs sont directement liés au besoin d'apaiser ces émotions. Et donc, quand on fait un travail sur ces émotions, on n'a plus besoin d'avoir ces comportements. Donc, moi, j'ai aidé beaucoup de gens à sortir des compulsions, que ce soit l'alcool,
le jeu, hein, le jeu est une compulsion aussi, la sexualité peut être une compulsion, les achats compulsifs, le fait Ouais, les séries Netflix. Et puis les jeux, ça peut être aussi le jeu, le Sudoku, le Candy Crush. C'est pas forcément, parfois on pense au jeu d'aller au casino, mais ça peut être juste de s'auto-abrutir avec des choses sur son téléphone. Absolument. Et donc ça, c'est effectivement tous les comportements. Ah, bon, oui, j'avais complètement oublié, mais effectivement, tous les comportements addictifs et compulsifs peuvent être soignés par un travail sur la gestion de ses émotions. Ouais. Et d'ailleurs, c'est aussi le problème, c'est quand on fait par exemple un sevrage à l'alcool, sans faire un travail sur la gestion des émotions, on a des gens qui replongent ou qui se suicident parce que on a retiré les briques sur le couvercle, mais on n'a rien résolu des angoisses et des émotions refoulées. Quelles sont les 3 idées phares avec lesquelles vous aimeriez que les personnes qui nous écoutent repartent? Alors, il faut vraiment, première idée phare, vos émotions sont vos guides et vos amis, elles ne vous veulent aucun mal, vraiment. Et plus vous les écoutez, plus vous comprenez le message, mieux ça ira. 2e chose, le bonheur, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Accueillir ses émotions, s'autoriser à être vivant finalement, parce que je te disais à la conférence, les émotions c'est la vie. Quand on n'a plus d'émotions, on va au cinéma pour récupérer les émotions des autres, ça n'a pas de sens. Donc les émotions c'est la vie. Plus je m'autorise à ressentir mes émotions, plus je me sens vivant, plus le bonheur est facilement accessible, on va dire ça. Et la 3e message que je voudrais faire passer, c'est faites du développement personnel à votre idée, à votre rythme, avec votre cheminement. Mais ça vaut tellement le coup de travailler sur soi. On y trouve un tel confort de vie ensuite. Et pour transmettre à nos enfants, comme vous disiez, ne pas transmettre les trucs tout pourris qu'on a reçus, nettoyer la branche pour les générations futures, ça vaut vraiment la peine. Est-ce que vous avez un conseil pour prendre soin de sa santé physique et mentale? Enfin, je vais donner un conseil complètement bateau et tellement difficile. Aimez-vous. Aimez-vous, mais ça aussi, c'est un chemin, hein. On a tellement appris à ne plus s'aimer. Souvent, je prends les gens, je dis la partie en vue qui ne s'aime pas, à tout casser, elle a entre 3 et 5 ans. C'est terrible, entre 3 et 5 ans. On va aller ensemble à la sortie d'une école maternelle et vous allez me dire quel enfant mérite de l'amour, quel enfant n'en mérite pas. Vous me disez ça n'a pas de sens. Ben non, ça n'a pas de sens de pas s'aimer. La partie de vous qui s'aime pas, c'est un petit enfant qui a l'impression d'avoir déçu les adultes, donc il faut réconforter cet enfant et lui dire tu mérites tout l'amour de la terre et t'as rien à faire pour le mériter, c'est comme ça. L'amour, ça se quémande pas, ça se marchande pas, ça se réclame pas, on fait pas de chantage, si tu fais ça, je t'aimerai. Si je fais du chantage, c'est que je t'aime pas. Donc, voilà. Et tout un travail pour se réaimer soi-même et là, après, tout va bien. Ça, c'est vraiment, enfin, moi, ça me touche particulièrement parce que post-burnout, j'ai compris que je ne m'aimais pas. Et aujourd'hui, grâce au bilan de compétences et de besoins, j'aide les gens à se connaître parce que je dis, finalement, c'est quand même difficile d'aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, tout ce processus d'apprendre à se connaître pour pouvoir s'aimer et à, du coup, avoir confiance en soi. Parce que je dis aussi, comment avoir confiance en quelqu'un que tu ne connais pas? C'est quand même un petit Absolument. challenge. Oui, oui, c'est une bonne façon de présenter les choses. C'est quoi le bonheur pour vous, Christelle Petit-Colin? Alors, le bonheur, déjà, pour moi, c'est d'être en vie. Plus, plus on vieillit, plus on approche de la fin, plus on dit, oh, il faut que je savoure le temps qui reste. Donc, c'est d'être en vie. C'est de profiter de tout ce qui est ça. Sur Terre, il y a tout. Il y a des choses terribles, de la torture, des guerres. Et puis, il y a des petites choses toutes simples. Justement, le journal des bonnes nouvelles. Je voudrais faire un coucou à celle qui tient ce journal des bonnes nouvelles. Il y a des tas de bonnes nouvelles. Il y a des super initiatives. Il y a des gens adorables. Il y a des moments sympas. Et vivre dans la gratitude de tous ces moments sympas et les accueillir en disant quelle chance j'ai de voir le soleil, quelle chance j'ai d'entendre les oiseaux chanter, je suis pas sourde, je suis pas aveugle. Et il y a tout ça en cadeau en permanence si on veut prendre le temps de vérifier. Qu'est-ce que ça signifie pour vous être aligné? Alors, c'est tellement de choses et être aligné, c'est vivre en accord avec mes valeurs et ne plus jamais me trahir. Ne plus me trahir par lâcheté ou par suradaptation. C'est dur, hein, c'est dur en même temps de plus faire de concessions sur ce qui est mon essence personnelle. Après, je peux faire des concessions sur des petites choses, mais sur ce qui fait mon essence personnelle, mon éthique, mes valeurs, le jour où j'arrive à être alignée, ne
plus y transiger. Alors là, yes. C'est ce que j'appelle les besoins, avec l'acronyme du mot besoin, dont le but, l'optimisme, le sens, se dire en fait il faut être aligné avec qui on est, parce qu'en effet il y a des choses, si on n'y est pas, on pourra pas être épanoui. Mais déjà l'enjeu c'est de découvrir ses besoins pour beaucoup de personnes. Voilà. Et puis après ses envies, découvrir ses envies aussi, vivre en accord avec ses envies. Et puis alors après, moi j'aime bien, surtout chez les gens qui sont hypersensibles, sur le fils, etc. Ils ont tellement besoin de donner du sens à la vie que se créer une mission de vie et être aligné avec cette mission, c'est que du bonheur après. Alors, si vous me permettez, parce que justement ça fait partie de ma méthodologie, on se crée pas une mission de vie, on la découvre. Parce que c'est vraiment quelque chose, enfin en tout cas c'est ma croyance et c'est ce que j'ai vérifié avec beaucoup de lectures, c'est que c'est vraiment quelque chose, on est avec, elle va s'éveiller. Et donc quand quelqu'un me dit ah mais j'ai découvert que j'avais envie de faire ça, c'est oui tu as découvert mais tu vas pas te créer ta mission de vie parce que elle existe déjà, si vous me permettez. Voilà. Alors, moi, pourquoi j'utilise le terme créer? Vous avez complètement raison. Hein. Effectivement, c'est quelque chose qui doit monter de l'intérieur et me porter comme un élan. Ce que je veux, c'est que les gens ne s'enferment pas dedans. Oui. C'est-à-dire, j'ai le droit d'avoir une mission de vie pour 4-5 ans et changer de mission de vie et dire, voilà, là, ça, c'est bon, j'ai fait ma part pour ce truc-là, maintenant, je vais passer à autre chose pour remettre de la souplesse donc c'est pour ça, voilà. D'accord. J'ai découvert que je suis née pour ça et je fais ça toute ma vie. Surtout pas. Ouais. Non, il y a une personne qui a trouvé ce verbe que j'aime, enfin, ce terme que j'aime beaucoup, c'est avoir un verbe de vie. Donc, on a un verbe qui va moi, c'est encourager. Et donc, ça va cheminer, mais du coup, ça va alimenter plusieurs missions au fur et à mesure de ma vie. Alors, je connais le mien, alors, c'est transmettre. Franchement. Mon verbe de vie, transmettre. À quel moment dans votre vie vous vous êtes dit pourquoi pas moi? Je sais pas si je me suis déjà, là, vous me prenez de court. Pourquoi pas moi? J'ai aucun souvenir d'avoir raisonné de cette façon-là. Parce que ça voudrait dire que je serais dans la comparaison. Ça peut être pourquoi pas moi avec un point d'interrogation, un point d'exclamation avec 3 petits points. Il y a pas c'est complètement ouvert. Pour moi, pourquoi pas moi, ça veut dire que j'ai comparé avec d'autres, ce que je ne fais jamais. Donc, cette question-là ne me parle pas. Pas de souci. Est-ce que vous avez une phrase que vous aimeriez que les personnes se répètent chaque matin? Ça serait très réducteur de tout définir en une phrase. Je sais pas, je suis en vie et je vais en profiter, peut-être. À qui aviez-vous de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? J'aurais tellement de merci à dire. Et tellement. Je voudrais dire merci à tous les gens qui m'ont enseigné le développement personnel, en particulier à Chris Hall, numéro 3 mondial en PNL, qui m'a ouvert tellement d'horizons. Mais j'ai eu des anges gardiens sur mon chemin depuis toujours et à chaque fois, pouf, les synchronicités, les gens qui m'ont dit: «Ah, mais tu sais, tu devrais téléphoner à», parce que j'aurais des merci, mais je vois mes merci comme autant de petits cailloux, petits diamants sur mon chemin donc ce serait un merci général à la vie, à toutes les synchronicités qu'elle m'a envoyées peut-être. Un immense merci Christelle et puis pour tout votre travail qui est, alors aujourd'hui on a parlé des émotions mais vous avez écrit notamment sur les manipulateurs, les pervers narcissiques, ça aide énormément de personnes, donc vraiment un merci du fond du cœur. On peut découvrir tout votre travail sur le site christellepetitcolin.com. Merci Alors, Christelle. Je voudrais quand même rajouter quelque chose. Mon dernier livre s'appelle Agression sexuelle, trousse premier secours. C'est pas drôle, mais c'est utile. Je voudrais vraiment offrir aux victimes un ouvrage pour qu'elles puissent se réparer en le lisant. C'est un ouvrage qui est plein de bienveillance, qui va les mener sur le chemin de la guérison. Et ce sera peut-être ma dernière mission. Alors c'est pour ça que je tiens vraiment à en parler. Merci beaucoup et en effet parce que c'est encore un tabou, mais on connaît tous quelqu'un qui a été touché. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous,
que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.